Très bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravi de cette confiance que tu m'accordes, Noémie, pour animer cette soirée, ce rendez-vous. Il y a des sujets qui ont plus d'intérêt que d'autres. Le bien-être en entreprise, on entend souvent parler. La santé mentale en entreprise, c'est plus récent. Mais pour autant, il y a de l'intérêt porté sur le sujet. C'est le nombre d'intéressés ici ce soir avec nous le prouve. Il y a un intérêt pour ce sujet. Noémie, on va se tutoyer puisqu'on se tutoie dans la vie. Tu as décidé d'en faire ta spécialité. Je te laisse peut-être la parole, introduire le sujet. Dans un deuxième temps, on invitera 4 spécialistes dans leur domaine respectif. On échangera, et puis on échangera évidemment avec le public ici présent, puisque je tiens aussi, et on tient à ce que on puisse avoir avec vous des échanges. Sont à vous toutes les questions que vous souhaitez poser autour de la santé mentale en entreprise. Au sens large, on parle beaucoup de la santé mentale des salariés, mais qui s'occupe des chefs d'entreprise? Noémie, je te laisse la parole. Merci Vincent. Merci à toutes et à tous de vous être déplacés ce soir pour vous intéresser à ce sujet fondamental de la santé mentale en entreprise. Et je voulais commencer cette conférence en vous exprimant le fait que je suis convaincue que la santé de notre entreprise passe par la santé de celles et ceux qui la façonnent. Je vais commencer en vous posant une question à toutes et à tous. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous lever un matin, une fois dans votre vie, en allant au travail dans un état de mal-être? Pas de langue de bois. Levez la main. On se connaît pas beaucoup, donc je force les confidences quand même. Et est-ce que, à ce moment-là, est-ce que vous avez eu la sensation de pouvoir en parler librement à vos collègues ou à vos collaborateurs, selon votre position? Je vous laisse réfléchir dans vos têtes. On ne va pas non plus aller trop vite. Ensemble, on ne se connaît pas beaucoup. Et est-ce que, à ce moment-là, vous avez eu la sensation de donner le meilleur de vous-même au sein de votre fonction? C'est pareil. Réfléchissez. Est-ce que, quand vous avez appris une mauvaise nouvelle avant d'aller au travail, dans un climat familial compliqué, dans un climat professionnel qu'on ne souhaite pas retrouver, pas forcément retrouver, est-ce que à ce moment-là, on est forcément le plus efficace? Je vous laisse vous questionner sur cette grande question qui introduit bien le sujet de la santé mentale. Et je voulais vous dire aujourd'hui que pour vous ou pour l'un de vos proches, je suis inquiète pour vous et je voudrais vous aider. Je vais vous raconter une histoire. Oui, derrière la photo un peu pixelisée, mais on voit quand même, je suis maman de 2 petites filles. La plus grande, Lily Jeanne, elle est née il y a 8 ans et demi. Et quand elle est née, à 12 semaines de grossesse, j'ai appris qu'elle avait une malformation à la main. J'ai un peu d'émotion dans la voix parce que je ne me livre pas souvent sur ces sujets-là. Quand j'ai appris qu'elle avait une malformation à la main, au bout de 12 semaines, j'ai donc passé 6 mois à attendre de voir comment cette petite fille allait naître. Vous imaginez bien que pendant ces 6 mois, il se sont passées beaucoup de choses dans ma tête. J'ai perdu pas mal de repères. Mes convictions ont été bouleversées. Et ça a été une période de ma vie qui a été très compliquée. Et pourtant, une fois qu'elle est née, j'ai repris le travail seulement 10 semaines après sa naissance, comme toutes les mamans qui ont un premier enfant, vous allez me dire. Mais moi, à ce moment-là, j'étais dans un contexte un peu particulier, triste, déprimé. J'avais perdu le goût, j'irai pas jusqu'à dire le goût de la vie, mais en tout cas, j'avais perdu beaucoup de plaisir à faire les choses. Et à ce moment-là, ni mon entourage, ni moi-même n'avons rien fait. Mon entourage l'a pas forcément perçu et je l'ai pas dit. Et puis moi, j'ai rien fait. J'ai rien fait parce qu'à ce moment-là, mon mal, il était pas physique, il était mental, il était invisible. J'avais perdu mes repères, je savais pas ce qui m'arrivait, mais par contre, je n'avais pas les clés. Et à ce moment-là, je savais surtout pas que ça avait un nom et que ça s'appelait
un trouble psychique. Je viens de dire un gros mot. Au cours de notre vie, on passe 99 117 heures sur notre lieu de travail. 99 117 heures. J'aurais pu arrondir à 100 000, mais je voulais être précise. Ça fait 11,5 années cumulées. 11,5 années cumulées sur notre lieu de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre lieu de travail, c'est l'endroit sur lequel on va avoir le plus de possibilités de côtoyer nos collègues ou nos collaborateurs, et donc le terrain sur lequel la détection justement de ces signaux faibles lorsqu'on rencontre un trouble psychique est le plus propice. Aujourd'hui, on parle d'une personne sur 4. Une personne sur 4 qui a souffert, souffre ou souffrira d'un trouble psychique au cours de sa vie. Une personne sur 4, je vous laisse vous regarder les uns les autres. Je ne sais pas combien on est ce soir, mais ça fait une bonne partie d'entre nous qui passera par ce trouble. Et justement, aujourd'hui, le fait d'apprendre à en parler de santé mentale, le fait d'apprendre à détecter, le fait d'apprendre à s'informer, à reconnaître et à orienter, lorsqu'on rencontre une personne qui souffre d'un trouble psychique, qui est dans une situation de mal-être ou qui est en détresse psychologique, peu importe comment on appelle les choses, ça participe, ça aide, ça nous aide nous-mêmes, mais ça aide toute la sphère professionnelle. Et ça favorise un esprit sain dans un cadre sain. Nous vivons tous et toutes des événements dans nos vies qui nous impactent. Je vous ai transmis l'un de ceux que moi j'ai pu vivre, mais c'est tous le cas. On a tous vécu une séparation, une maladie, un changement professionnel, un deuil, tous à notre niveau. Nous avons vécu ces moments-là. Et pourtant, souvent, on sépare les événements qu'on vit dans nos vies personnelles de notre vie professionnelle. On nous demande beaucoup, et on parle beaucoup actuellement, de l'équilibre vie pro, vie perso, savoir comment on trouve un juste équilibre. Moi, j'ai une idée par rapport à ça qui est quand même bien structurée, qui est nous ne sommes pas des robots. C'est quand même compliqué aujourd'hui de compartimenter nos vies comme on rangerait des courses dans un frigo. À l'étage du dessus, ma vie personnelle, à l'étage du bas, ma vie professionnelle. C'est compliqué parce que nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des humains. Et tout ce qu'on va vivre dans notre vie personnelle va nous façonner, va nous construire, va avoir un impact sur notre carrière, sur notre vie professionnelle. Mais l'inverse est également vrai. Je m'appelle Noémie Guérin, j'ai 35 ans et je suis fondatrice du cabinet Santé du dirigeant qui fêtera dans le 1er décembre, donc dans quelques semaines, sa première bougie, qui soufflera sa première bougie. Aujourd'hui, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, et la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que j'aime faire prendre conscience du dirigeant au salarié que la santé mentale, c'est vital pour soi-même, mais aussi pour l'entreprise dans laquelle on évolue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de former un maximum de personnes à détecter les signaux faibles d'une santé mentale fragilisée, et puis former aussi aux clés pour y pallier. Mais la santé mentale, c'est quoi? La santé mentale, c'est une composante essentielle de notre santé en règle générale. Sauf qu'on ne considère pas aujourd'hui vraiment de la même manière. La santé mentale, c'est une composante de notre santé au même titre que la santé physique. Si je dois résumer, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et puis, la santé mentale, c'est aussi une affaire d'équilibre. C'est-à-dire qu'au cours de notre vie, on va basculer entre les ressources qui vont nous permettre de nous sentir bien, c'est ce qu'on va aller rechercher, et puis les obstacles qu'on va rencontrer dans notre vie pour passer d'un état de bien-être à un état de mal-être et vice-versa, tout au long de notre vie. Une personne peut ressentir du mal-être, mais ne pas forcément souffrir d'un trouble psychique. On souffre d'un trouble psychique ou on bascule dans un problème de santé mentale quand ça devient une maladie, quand ça entraîne une souffrance. Est-ce que vous connaissez Michael Phelps?
C'est un nageur professionnel. Un nageur professionnel qui est, entre autres, le champion le plus titré des Jeux Olympiques. Il a gagné 28 médailles, dont 23 d'or. Michael Phelps, jusqu'à aujourd'hui, il n'est ni médecin, ni psychologue. C'est une nouvelle que je vous apprends. Il n'est que nageur professionnel. Et pourtant, il s'est donné comme mission de changer la façon dont la santé mentale est prise en compte. C'est quoi sa légitimité, selon lui? Sa légitimité, c'est que il rencontre la dépression et l'anxiété tous les jours de sa vie. Les souffrances aujourd'hui qui sont liées à la pression ou à l'isolement des athlètes peuvent être comparables à ce que chacun d'entre nous va rencontrer dans le cadre professionnel. Et pourtant, dans les deux domaines, il y a une notion qui est fondamentale, un esprit sain dans un cadre sain. Toujours Michael Phelps nous dit que 75% ou plus des athlètes sont passés par la dépression. Aujourd'hui, ces athlètes, ces champions, dans nos vies à nous, ce sont nos dirigeants, ce sont nos managers, ce sont nos collaborateurs. C'est ces gens-là qu'on côtoie qui sont des champions. Et ces champions, ils vont rencontrer exactement les mêmes difficultés que Michael Phelps ou d'autres personnes dans le cadre sportif. Quand on va former au niveau du monde du sport, on va former qui? On va former les entraîneurs pour ce genre de choses. Parce que c'est eux qui vont être au plus près des athlètes. C'est eux qui vont être à même de détecter quand il y a des signaux faibles d'une santé mentale fragilisée. Nous pouvons faire exactement la même chose en entreprise. On a la possibilité d'aller former nos collaborateurs, nos managers, nos dirigeants à détecter les signaux faibles d'une santé mentale fragile. Quelle que soit votre position à la fin de cette formation, à la fin de cette conférence, les temps ont changé. Les gens parlent. Vous le voyez, on le voit dans les médias. On vient de passer le lancement des semaines de sensibilisation à la santé mentale. On a entendu parler de santé mentale partout. Les gens parlent, les gens s'expriment. Et nous devons de faciliter cette expression pour nous-mêmes, mais aussi d'apprendre, puisque nous facilitons l'expression, à orienter les personnes qui s'expriment et à permettre leur prise en charge. Se former sur les bases de la santé mentale n'est plus une option aujourd'hui. Ce n'est plus une option pour mieux comprendre les personnes qui traversent le trouble et aussi pour inclure, il ne faut pas les oublier, les personnes qui vivent le trouble de manière plus durable, les personnes qui sont en situation de handicap, pour favoriser le maintien dans l'emploi et favoriser le fait que ces personnes soient intégrées dans notre société. Et pour instaurer cette culture positive de la santé mentale, je vais vous proposer 3 notions à garder à l'esprit. La première de ces notions, c'est questionner. La deuxième, ça va être de détecter. Et la troisième, de réagir. Détecter. J'ai mis un œil comme image pour la détection. Détecter les signes fréquents qui peuvent indiquer justement un problème de santé mentale. Ça peut être quoi? Ça peut être mon collègue de bureau qui mange de moins en moins, ou au contraire qui va manger de plus en plus. Ça peut être moi-même qui devient de plus en plus irritable, et je le sens, j'ai de moins en moins de patience, et qui change d'humeur. Ça peut aussi être mon manager, que je vois s'isoler de plus en plus, et qui a des problèmes de concentration. Ça, c'est des signes que l'on peut voir et que l'on peut surveiller. Ensuite, on va apprendre à questionner. Questionner avec des phrases simples. Questionner, c'est aussi peut-être s'autoriser l'intrusion, ce qui n'est pas facile dans la vie de quelqu'un, par des phrases basiques. Je suis inquiet pour toi et je veux t'aider. Je te sens en souffrance. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Je te sens préoccupé en ce moment. Est-ce que tu veux en parler? C'est des phrases simples et qu'on peut intégrer dans notre discours et dans notre façon de fonctionner au quotidien. Et ensuite, la troisième notion, c'est réagir. Aujourd'hui, on se forme à réagir. On se forme à réagir à quoi? Une image, le premier secours physique, un malaise cardiaque, un incendie, une noyade. On se forme aux gestes qui sauvent.
Alors pourquoi demain on ne pourrait pas se former aux mots qui sauvent pour éviter les crises suicidaires, les crises d'angoisse, le stress post-traumatique, ou en tout cas, si on ne l'évite pas, permettre aux personnes de pouvoir être accompagnées et orientées sur ce sujet. Et la dernière notion, c'est de vous proposer d'aérer. C'est bien, c'est une mesure Covid, quand même. Aérer, c'est un plan d'action simple qu'on retrouve dans les premiers secours en santé mentale. Aérer, c'est apprendre à approcher la personne, évaluer et assister en cas de crise. C'est apprendre à écouter activement et sans jugement. C'est apprendre aussi à réconforter et à informer avec des choses factuelles qu'on peut apprendre lors de formation. C'est apprendre à encourager à aller vers des professionnels de santé pour un premier avis, pour aussi peut-être mettre de côté toute autre pathologie avant d'aller plus loin dans la détection. Et puis enfin, c'est renseigner sur toutes les autres ressources disponibles, parce qu'il en existe beaucoup des autres ressources disponibles que l'on peut mobiliser. Le titre, le pouvoir, le statut, personne n'est à l'abri d'un trouble psychique. Personne n'est à l'abri. La souffrance au travail touche toutes les femmes et tous les hommes. Et aujourd'hui, c'est important de savoir que le leader, celui qui est là pour donner l'exemple, est peut-être la première personne qu'il faudra former sur ces sujets-là. Parce que c'est lui qui va montrer l'exemple de ce qu'il souhaite intégrer à l'intérieur de ses équipes. Et puis parce que si demain on libère la parole des collaborateurs, il va bien falloir que ces collaborateurs, leur parole, elle soit reçue. Et si on n'a pas formé les managers, les ressources humaines et les dirigeants, comment ça va être traité? Comment la parole va être reçue? Le but, toujours, c'est d'avoir un esprit sain dans un cadre sain, sur ce que je viens de donner comme information juste avant. Et puis, si vous ne le faites pas par conviction, si vous ne sensibilisez pas à l'intérieur de votre structure ou vous-même en tant que dirigeant sur la santé mentale, alors faites-le par pragmatisme. Quelques chiffres. Pour le chef d'entreprise, est-ce qu'il ne vaut mieux pas prendre soin et se préoccuper de sa santé mentale plutôt que de vivre un épuisement professionnel et devoir fermer son entreprise? Et à l'inverse, si vous vous questionnez sur la pertinence, justement, de former vos collaborateurs en entreprise, demandez-vous, faites référence à ces chiffres. Aujourd'hui, les motifs, les arrêts de travail pour motifs psychologiques, en 3 ans, sont passés de 20 à 25%. Si jamais vous avez quelqu'un qui est en arrêt de travail, suite à un épuisement professionnel ou autre, un arrêt de travail en règle générale, sachez qu'en moyenne, ça coûte à peu près 25 000 € pour un maintien de salaire à 100%. À titre d'exemple, 6 à 8 séances chez un psychothérapeute. Je vous dis pas que ça réglera tout, loin de là. Ça coûte entre 600 et 800 €. Je vous laisse faire le calcul. Et ça fonctionne. Il y a déjà des structures qui ont rejoint le mouvement, qui ont rejoint cette idée de mettre en place des solutions pour favoriser un esprit sain dans un cadre. Vous avez suivi. Parce que la santé, parce que je suis convaincue, et j'espère que vous le serez aussi, que la santé de notre entreprise et que la santé de notre société passe par la santé de celles et ceux qui la façonnent. Merci pour votre écoute.